L'agence de notation Fitch a relevé à la hausse la note souveraine de l'Égypte et a relevé en fait à stable contre négative. Et en même temps, l'agence de notation Fitch a donné la note B à l'économie égyptienne. Donc c'est un indice très important dont on va discuter durant les prochaines minutes. Mais avant cela, chers téléspectateurs, nous devons tout de suite saluer notre invité de marque, Dr Chifid Demirdesh, notre expert dans le domaine de l'économie. Vous êtes toujours bienvenu, c'est une activité internationale. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que Dr Chifid Demirdesh, c'est un expert, ou plutôt c'est un professeur des sciences économiques et politiques. Et aujourd'hui, nous avons quelques indices très importants. Premièrement, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, c'est l'agence de notation Fitch qui a relevé la note de l'Égypte. En même temps, on trouve qu'il y a des prévisions très importantes en ce qui concerne la croissance économique de l'Égypte durant 2018. Autre indice très important, c'est la hausse des exportations égyptiennes à l'étranger de 25% après la dévaluation de la livre égyptienne. Et enfin, la Banque centrale américaine, bien sûr, a augmenté ses taux directeurs. C'est un indice très important dont on va discuter et c'est un indice qui a bien sûr des conséquences très importantes ou très majeures même sur la région du Proche-Orient. En tout cas, nous devons tout de suite commencer par cet indice très important. L'agence de notation Fitch a relevé la perspective de la note souveraine de l'Égypte à stable contre négative. Cette note de crédit, ça fait un bout de temps qu'elle est stable sur B. Mais c'était B négatif. Oui. Alors, le changement de B négatif, c'était attribué aux, disons, les finances gouvernementales. Oui. C'est-à-dire, il y a deux raisons pour cette négativité de point de vue Fitch. Oui. La première, c'était exactement le taux d'intérêt sur la livre égyptienne, c'est-à-dire Oui. il voyait que ce taux-là est trop élevé et ça crée, disons, une obligation sur le gouvernement égyptien et ça exerce un genre de pression économique. Ça, c'est un. Deux, le taux de croissance prévu, c'était à peu près 3,3%. Et il voyait que ce n'était pas suffisant pour donner un grand élan à l'économie égyptienne. Oui. Alors ça, c'est la raison du négatif. Oui. Hein? Oui. Deux choses. Donc aujourd'hui, après la dévaluation de la livre égyptienne, on trouve que c'est un pas salué de la part de Fitch. Bien sûr, exactement. Oui. Alors, c'est-à-dire que le déficit budgétaire, oui. C'était la raison pour négatif. Oui. Et selon les prévisions de Fitch, la croissance du PIB de l'Égypte pourrait atteindre 4,5% en 2018, ce qui représente une hausse par rapport à la prévision de croissance pour l'économie égyptienne de 3,3% en 2017. Et cela, selon les explications de Fitch, est à cause des défis auxquels l'économie égyptienne a confronté après, ou plutôt avant la dévaluation de la livre égyptienne. Donc, encore une fois, la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar, c'est un pas très important, c'est un pas C'était un obstacle devant les investissements extérieurs. Oui, oui. Parce que ça ne reflète pas la vraie valeur de la livre égyptienne et la vraie, disons, force de l'économie égyptienne. Oui. Et ça, c'est très important pour les créditeurs, c'est très important pour l'évaluation de l'économie d'un pays qui soit réaliste. Oui. C'est-à-dire, quand il y a toujours réalisme, ça, c'est un pas positif. Oui. Mais bien sûr, le réalisme, il a son prix, hein, sur le niveau d'inflation, le chômage, les prix, tout ça. Bien sûr,
Répercussions. Répercussions attendues. Oui. C'est-à-dire, on n'ignore pas exactement l'effet de ces douleurs économiques, comme on dit. Mais le taux d'échange de la livre égyptienne imposé par la Banque centrale par avant, c'est-à-dire le 8, c'était pas réaliste, ça ne reflète pas la puissance de l'économie égyptienne. C'était un obstacle devant les investissements et devant beaucoup de choses dans la structure des prix, c'est-à-dire vous avez des matières importées, des matières premières. Alors, le coût de production, là, il est défiguré. Oui. Et il y a des prix sur le marché. Non, dans le coût de production. Parce que quand vous allez évaluer le dollar à 8,88, c'est-à-dire que le coût de production des produits fabriqués en Égypte n'est pas réel. Oui. Alors, là, vous avez une défiguration dans la structure des coûts de production. Oui. Ce n'est pas simplement les imports. Hein. Les importations. Et pour, bien sûr, soutenir votre point de vue ou votre analyse, je dois encore une fois vous présenter avec nos chers téléspectateurs les explications de Fitch. Par exemple, la libéralisation du prix de change et la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar ont pu récupérer une grande partie des investissements arabes et étrangers dans la bourse égyptienne, ce qui a pu injecter plus de liquidités dans ce marché financier, notamment après la hausse des prix des carburants. Vous avez d'autres explications ou d'autres choses à ajouter? Non, simplement, pour être franc, la bourse égyptienne, elle compte à 75% sur la spéculation. Oui. Il ne faut pas exagérer dans le rôle de la bourse égyptienne actuellement avec les outils financiers, les instruments financiers utilisés actuellement. Non, non, ça ne reflète pas grand-chose. Ça reflète à 25% simplement. Oui. Mais à part ça, 75%, c'est des spéculations. Des spéculations. Donc, à côté de ces spéculations, encore une fois, au niveau des investissements, vraiment, la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar a pu récupérer plus d'investissements, que ce soit étranger, que ce soit arabe. Oui, que ce soit étranger, mais simplement, je voulais mentionner qu'il ne faut pas prendre le comportement de la bourse égyptienne comme un indice exact. Oui. Parce qu'il est affecté, ça c'est un malheur, hein. Ce n'est pas un pour, c'est un contre. Il n'est pas encore, la maturité de la bourse égyptienne est à atteindre. Oui. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Oui. Et il y a une autre question très importante, c'est la hausse de taux des intérêts de banques égyptiennes. Ça dérange. Est-ce que c'est une bonne mesure qui a été prise ou, selon votre vision, est-ce que c'est une bonne mesure parce que à travers ce pas, on a pu même absorber la liquidité De leur point de vue, comme Fitch, comme tout le monde, ils considèrent ça comme un signe disons, de croissance des obligations du gouvernement, parce que ce n'est pas favorable. Mais de mon point de vue aussi, vous avez un taux d'inflation qui était très élevé à cause qu'il y a de la liquidité qui n'est pas balancée avec disons, une augmentation de la production nationale. Oui. Alors, vous avez une inflation. Alors, il fallait absorber du marché la liquidité. Oui. Pour absorber la liquidité du marché, pour baisser le taux d'inflation, il fallait... Augmenter la production. Non, augmenter l'intérêt sur les dépôts bancaires. Oui. Oui, ce sont les instruments monétaires ou financiers. Exactement. Et après cela, on va les diriger pour les injecter dans le domaine ou dans le secteur de la production, afin d'avoir une croissance économique en fin du compte. Ça, c'est et créer des revenus. Ça, c'est la solution de base pour tous nos malheurs économiques. C'est augmenter la production
et diminuer notre dépendance sur les imports. Ça, c'est la solution, la seule. Tout ce qu'on est en train de... Maintenant, c'est de servicer, comme on dit, pour atteindre ce but. C'est-à-dire, le but final, augmenter la production, que ce soit par des investissements à l'intérieur ou des investissements de l'étranger, et amoindrir, diminuer notre facture d'importation. Et, OK, absorber, disons, la liquidité pour diminuer le taux d'inflation avec des instruments monétaires, c'est-à-dire aux financiers, élever le taux des dépôts dans les banques, des dépôts dans les banques, pour attirer les liquidités. Pour maintenant, on va investir dans des dépôts. Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais tous ces instruments-là, ils aident, mais ce n'est pas la solution de notre problème structurel. Oui, mais je dois m'arrêter encore une fois. D'après votre point de vue, la solution pour ce problème structurel, c'est quoi? Augmenter la production. C'est le but final. Oui. Travailler. Travailler, oui. Selon le rapport de Fitch, encore une fois, le taux de la dette égyptienne par rapport au PIB égyptien pourrait atteindre 98% en 2017. Mais ce taux va être, ou pourrait être réduit en 2018 pour atteindre 93%. Donc presque 7% pourrait être réduit à partir de 2018. Exactement. Dû à quoi? L'augmentation de votre PIB, c'est-à-dire votre production. Alors le taux va baisser. Mais si votre production n'augmente pas et votre dette est stable, alors il n'y aura pas de diminution dans ce taux. Alors ça dépend sur l'augmentation. Ça dépend sur l'augmentation de la production. Exactement. Autre question très importante, toujours à propos des indices économiques et financiers, cette fois-ci, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce égyptien, il y a une hausse de presque 25% des exportations égyptiennes le mois passé. Et c'est ainsi, on trouve que le déficit de la balance commerciale a été énormément diminué durant ce mois. Donc, des indices très importants. Comment vous les analysez? Très important. Parce que quelles sont vos ressources de devises étrangères? C'est votre exportation. Alors là, ça reflète que l'économie, il commence à bouger. Voilà, il commence à remuer les doigts du pied, comme on dit. Alors bien sûr, l'exportation, là, vous allez avoir moins de déficit dans votre trade balance, votre balance de commerce, et ça va bien sûr améliorer en général le budget. Plus de in, moins de out. Selon, par exemple, quelques indices, cette politique va créer d'autres opportunités de travail pour les jeunes, pour les citoyens. Bien sûr. C'est-à-dire quand vous allez exporter plus, c'est-à-dire vous allez produire plus, c'est-à-dire vous allez créer des chances ou d'emplois plus. C'est-à-dire la production, c'est la locomotive qui va traîner tout derrière elle. Problème de chômage, problème d'importation, problème d'exportation. C'est la locomotive qui va améliorer tous les indices. Autre indice, en ce qui concerne les industries pharmaceutiques, cette fois-ci, on trouve qu'il y a un certain recul dans les importations de l'Égypte dans ce domaine. Et en même temps, on trouve qu'il y a une sorte d'augmentation, une sorte de hausse dans les exportations pharmaceutiques de l'Égypte à presque 511 millions de dollars. Donc, c'est un autre indice. Exactement. Là, et ce qui est derrière ça, c'est que l'Égypte, il commence à constater que notre marché, c'est l'Afrique. Notre marché, ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'Afrique.
Et cette augmentation d'exportation médicaments ou produits de médecine en général, que ce soit des médicaments ou pas, c'est dû à une croissance, une augmentation de nos exports vers l'Afrique. Oui. L'importation, bien sûr, a diminué pour des raisons compliquées, mais en fin de compte, il faut tenir compte que le marché égyptien doit subvenir aux besoins médicaux des Égyptiens. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait ravi avec l'idée que l'importation des médicaments a baissé et que les Égyptiens vont commencer à souffrir en ne pas trouvant, s'ils n'arrivent pas à trouver leurs médicaments. Alors ça, c'est un problème. Oui. Et ici, je dois encore une fois m'arrêter un peu. Les matières de ces industries ou de cette industrie pharmaceutique sont importées de l'étranger. Exactement. Donc c'est un autre problème. Et en même temps, on trouve qu'il y a une sorte d'exportation égyptienne à l'étranger. Je ne peux pas savoir comment il y a une certaine contradiction et en même temps, on trouve qu'il y a une certaine, un certain problème en ce qui concerne les médicaments ou les prix des médicaments sur le marché. En même temps, on trouve, à quel point vous trouvez qu'il y a une sorte de pas afin d'augmenter ces plantes médicales ici en Égypte. Et à partir de cette terre très fertile de l'Égypte, nous pouvons avoir les matières premières de toutes sortes d'industries pharmaceutiques. Oui, mais il faut comprendre très bien que quand on dit que l'augmentation dans l'export des produits pharmaceutiques, il y a beaucoup de produits cosmétiques dans l'histoire. Hein. C'est ça qui va répondre à votre question. Comment ça se fait qu'on a diminué les importations des matières qui servent cette industrie et on a une augmentation dans l'exportation? Oui, l'augmentation est due, c'est-à-dire à 70%, à l'augmentation de l'exportation des produits cosmétiques. Ça entre dans les catégories de produits pharmaceutiques, hein. Mais ce n'est pas les médicaments. Médicaments, oui. Attention. Alors cela, ça répond à la question, comment ça se fait qu'on... C'est-à-dire... Oui. Hein? Oui. Donc, nous avons fait un exploit, si je peux dire, dans le domaine des produits cosmétiques. Plutôt oui. que médicaux. Exactement. Donc, est-ce que vous observez qu'il y a quelques pas pour arriver à avoir les matières premières des médicaments afin d'avoir une sorte de poussée dans l'industrie pharmaceutique égyptienne? Il faut comprendre que le marché des produits, des matières premières pharmaceutiques, pour l'Égypte actuellement, c'est devenu les Indes. C'est le moins cher. Oui. C'est-à-dire, on a abandonné le marché américain, européen, tout ce que vous voulez. Oui. Alors, l'idée principale, si vous n'allez pas subvenir à vos besoins locaux, vous n'arriverez jamais à augmenter votre production et, par conséquence, augmenter votre importation. Alors, il faut, comme premier pas, subvenir au marché local. Si nous, aujourd'hui, toutes les matières premières pharmaceutiques, comme vous dites, ils sont importés. Non, on doit commencer, comme vous dites, à produire les matières premières en Égypte. Ça demande une autre technologie. Une autre révolution verte. En tout cas, nous avons un autre indice très important en ce qui concerne les produits exportés dans le domaine de l'agriculture. Et d'après quelques informations, l'Égypte a pu, cette fois-ci, exporter presque 2,216 milliards de dollars dans ce domaine, c'est-à-dire le produit agricole. Il y a même une certaine amélioration après l'allègement, si je peux dire, des quelques restrictions
imposée par le Russe sur les produits d'agriculture égyptienne. Votre explication, votre analyse, votre point de vue? Notre position, notre place comme producteur et exportateur des produits agricoles, on a beaucoup de chance, on a beaucoup d'opportunités. Mais le problème, c'est ce genre de restrictions imposées. Alors toujours, je reviens au même sujet, c'est-à-dire il faut s'adapter à les standards internationaux des pays importateurs. On est obligé de s'adapter, d'être en conformité avec ces standards parce qu'il y a des produits égyptiens qui ont un grand marché. Les pommes de terre, l'oignon, les fruits, surtout les oranges. On a notre spécialité. Oui. Alors c'est normal que l'Égypte, c'est-à-dire notre production, doit augmenter plus que ça dans le domaine agricole. Hein, ces produits, je parle sur ces produits. Oui, nous devons encore une fois retourner aux instruments financiers. Et bien sûr, les instruments financiers à travers lesquels nous pouvons pomper, nous pouvons accroître notre croissance économique. Cette fois-ci, il y avait, si je peux dire, un événement très important dans ce domaine financier, c'est la Banque centrale américaine qui a relevé ses taux directeurs d'un quart de point. Donc, c'est presque pour la première fois pendant 7 ans. Si je suis vraiment sûr, je crois que c'est une information sûre. Donc, il y a quelques craintes au niveau des banques que cela va absorber non seulement au niveau des banques égyptiennes, mais aussi au niveau des banques arabes, que ce pas va absorber de plus en plus les investissements, que ce soit étrangers, que ce soit arabes. Donc, comment vous commentez ces craintes ou analysez ces craintes? Premièrement, ce pas. C'est dû à des raisons locaux chez les Américains, exactement, c'est l'inflation. L'inflation, le taux de chômage. Exactement, c'est-à-dire ça n'a rien avec la compétition. Hein. Non, c'est pas pour être compétitif. Non, ils ont leur, disons, raison économique interne. Ça, c'est un. Et le marché, c'est un marché ouvert. C'est-à-dire, les Américains, ils sont favorisés parce que, bien sûr, la sécurité en Amérique, c'est la plus grande. Hein. C'est-à-dire l'économie américaine, tout ça. Mais cette économie américaine, et d'après quelques informations, il y a des performances décevantes de l'économie américaine. Au premier trimestre, avait jusqu'à présent dissuadé la Fed de mettre à exécution ses intentions initiales de plusieurs hausses progressives de taux en 2016. Donc c'est pour la première fois en 2016 qu'on trouve une hausse de taux d'intérêt ou de taux des directeurs de la Banque centrale américaine. Et en même temps, on trouve que l'accélération de la croissance à plus de 300% en rythme annuel au troisième trimestre, ainsi que le maintien d'une embauche à des niveaux solides, alors que le chômage est tombé à 4,6%, l'ont poussé à agir. Donc, il y a plusieurs indices qui ont poussé la Fed à prendre de tels pas. C'est comme vous venez de dire. Des raisons internes. Des raisons intérieures. Ils font leur balance. C'est-à-dire les Américains, ils ne sont pas concernés par, disons, les marchés financiers à l'extérieur. Oui. Alors, simplement, ce que je veux dire que, oui, bien sûr, les Américains, ils sont plus, disons, attirants parce que, toujours, c'est la force. C'est la force, c'est le plus grand économie du monde, c'est le plus grand superpower du monde. Alors que vous allez avoir votre argent en Amérique avec un taux, c'est-à-dire un taux d'intérêt, même si il n'est pas comme le taux d'intérêt en Égypte, il a son attirance. Hein. Oui. Et ici, il y a une autre conséquence, c'est le dollar a réalisé son plus haut prix sur le marché pendant presque 15 ans après ce pas
pris de la part de la Fed ou la Fédération de la Banque centrale américaine. En même temps, avant d'arriver à un autre indice, la hausse de la valeur du dollar sur le marché, c'est en faveur de l'économie égyptienne, plutôt en faveur de l'économie égyptienne, contre l'économie égyptienne, en faveur de l'économie américaine, contre l'économie américaine? Bien sûr, ça affecte les exportations des États-Unis. Oui. C'est-à-dire, si le dollar il augmente vis-à-vis de tous les devises du monde, comme vous voyez, c'est-à-dire ça n'améliore pas la situation des exportations américaines. Il devient plus cher. Et les exportations chinoises deviennent plus attirantes, plus attractives. Oui. Alors, OK, il y a des gains et il y a des pertes. Oui. C'est-à-dire, une économie forte, ça se reflète dans une valeur de votre monnaie qui est forte. Oui. Ça, c'est un. Mais en même temps, il y a une balance qu'il ne faut pas affecter le domaine d'exportation. C'est-à-dire, un pays comme les États-Unis, ils dépendent sur l'exportation. Mais aussi, en même temps, il y a des exports, des exportations qui unchallenged, qui ne sont pas contestés. C'est-à-dire, même si la valeur de dollar rend le prix de ces produits plus élevé, mais le monde dépend sur ces... Comme le militaire, tout ça. Hein. Alors, vous dépendez, même si l'avion devient plus cher, si même... Hein. Oui. Alors, il y a une balance, une balance. un équilibre. Oui, toujours pour éviter les conséquences de la hausse de la hausse de taux directeur de la Banque centrale américaine, on trouve que quelques banques, dont les pays du Golfe, ont haussé leur taux d'intérêt. Donc, est-ce que c'est un bon pas? Ce n'est pas un pas bien apprécié? C'est un pas obligatoire. Obligatoire. Parce que vous suivez le dollar. Oui. Alors, quand vous suivez le dollar, comme les pays du Golfe, c'est-à-dire qu'il faut suivre dans tout. Oui. Oui. C'est normal, hein? Oui. Et ici, il y a une autre question. L'Égypte étudie actuellement la conséquence de ce pas sur les obligations égyptiennes à partir du dollar, ou qui sont payées à partir du dollar. Comme vous savez, l'Égypte essaye de mettre sur le marché quelques obligations afin de financer quelques projets ou quelques... L'investisseur est concerné par deux choses. Retour, le taux de retour, versus risque. C'est-à-dire, ce que l'Égyptien offre, c'est un taux sur le dollar, hein, Oui. plus élevé que le taux décrété par les Fed. Oui, je parle des obligations, c'est-à-dire Sanadet. Je parle... Oui. Un instrument d'investir. Alors là... utilisé de la part du gouvernement égyptien. Oui, pourquoi? Pour attirer des investissements en dollars. Alors, bien sûr, l'investisseur, il va comparer quel est le taux, quel est le retour sur ces bandes égyptiennes. Oui. Mais d'après votre point de vue, cela va Le taux est très attirant, le taux américain ou égyptien. L'américain, il n'a jamais été attirant, le taux. Ce qui est attirant chez les Américains, c'est la stabilité et la force économique. Ce n'est pas le taux. Vous parlez de combien de pourcents sur d'un quart de point. Oui, mais sur combien? C'est-à-dire, c'était quoi, 1% et 1,5%, quelque chose pareil. L'Égyptienne est dans 5%. Alors, ce n'est pas le taux qui favorise les Américains, c'est la stabilité et la force économique. Ouais. Mais comme le taux, notre taux ici, c'est 2-3 fois. Oui. On trouve qu'il y a un autre indice après la hausse du dollar, après ce pas de la hausse de taux d'intérêt ou de taux directeur de la part de la Banque centrale américaine. On trouve que
presque il y a une certaine baisse dans les prix de l'or, des baisses qui n'ont pas été réalisées pendant presque 10 ans. Parce que les deux, le dollar et l'or, ils sont des dépôts de richesse. Oui. C'est-à-dire, vous allez mettre votre argent comme dépôt de richesse, de valeur, dépôt de valeur. Ce n'est pas simplement pour financer, non, 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 c'est comme un cash fort hein, pour les richesses, des dépôts de richesse. Alors, vous avez le choix toujours entre l'or et le dollar américain. Oui. Alors, si le dollar américain devient plus attractif, alors, disons, la demande sur l'or, elle diminue un peu et elle va au dollar. C'était toujours ce genre de relation de balance. De balance. De balance. Alors, le dollar, le taux qu'ils ont ajouté un quart, les Fed, oui, ça affecte. Il y a des investissements qui vont fuir de l'or, mais ce n'est pas grave, hein, et qui vont fuir vers le dollar, et ça va causer une baisse dans de la demande, Oui. et le prix va diminuer, le prix Oui. de l'or. Toujours à la lumière de la fuite des investissements. Cette fois-ci, on trouve que l'Arabie saoudite a l'intention de revoir sa stratégie financière à l'égard des États-Unis et d'arrêter ses investissements dans l'économie américaine. Selon le Wall Street Journal, la décision de Riyad a été provoquée par deux événements, à savoir l'adoption par le Congrès américain du projet de loi autorisant les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 à attaquer en justice l'Arabie saoudite et l'élection à la présidence de Donald Trump, partisan de cette mesure. Votre explication ou votre prévision? C'est presque le dernier point. Regardez, les Américains protègent le régime saoudien. Alors, il faut payer un prix. Oui. Ce prix-là, c'est d'investir par obligation en Amérique. Oui. Tant que les Saoudiens dépendent sur les Américains pour protéger leur régime, ils vont investir dans les États-Unis. Donc, je dois vous remercier infiniment, Dr. Chivit Medesh, notre expert dans le domaine non seulement de l'économie, mais aussi dans le domaine politique. Je dois vous remercier infiniment pour vos éclaircissements et vos explications. C'était tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, il ne me reste que vous dire au revoir.